Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le concours de start-up organisé partout en France par la tribune Tech for Future fait étape à Toulouse après des passages à Lyon et Marseille. Un peu plus tôt, une session de pitch a permis à une poignée de jeunes entreprises de se distinguer dans diverses catégories. Et nous allons dès à présent clôturer cette troisième étape avec un débat sur une problématique locale de l'écosystème de la tech. Outils numériques et robotique agricole, véritable solution pour la transition écologique, point d'interrogation. Pour en débattre, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Grégoire Dupré, le CEO de la start-up Abellio, Sandrine Julien-Rouquier, CEO de Ludi Label et présidente de la French Tech Toulouse, et Gaëtan Séverac, le cofondateur de Nayo Technologies. Merci à tous les trois d'avoir accepté l'invitation de la tribune pour cet échange. On va commencer avec vous, Grégoire. Avec Abellio, vous développez un outil d'aide à la décision agricole, et je vous laisserai le présenter dans quelques instants. Je voudrais surtout déjà que vous nous disiez en chiffres quels apports permettent votre logiciel en moyenne, voilà, selon les produits, les fongicides, les herbicides, voilà, quels sont les bienfaits de votre technologie? Mais merci de commencer par moi. Alors, effectivement, à Abellio, on développe un outil d'aide à la décision qui est un peu spécifique, qui se démarque notamment de ce qui est fait dans la globalité de l'écosystème concurrentiel au travers justement de l'intégration de divers outils dans une seule et même plateforme, mais des outils qui sont tout intégrés puisqu'on maîtrise toute la chaîne de valeur, de l'acquisition de la donnée jusqu'à la restitution à l'agriculteur. C'est ce qui fait un peu notre spécificité. Et comme tu le disais, effectivement, on travaille sur plusieurs outils que sont la fertilisation azotée, où aujourd'hui on permet globalement aux agriculteurs d'augmenter leur rendement de l'ordre de 5% tout en réduisant les apports d'engrais synthétiques et donc forcément l'impact carbone. On va travailler sur un second outil qui est la prévision des maladies en céréales, permettant effectivement de la réduction de fongicides. En moyenne, on est sur de l'ordre d'une réduction de 20%. On va travailler sur de la réduction d'herbicides au travers de l'imagerie drone. On vient détecter, géolocaliser des mauvaises herbes pour ensuite en faire des cartes de pulvérisation localisées. Là aujourd'hui, on travaille sur à peu près 10 000 hectares, beaucoup dans le nord de la France, et on a su démontrer plus de 84% de réduction d'herbicides, donc une économie assez importante. Et dernière chose, c'est notre nouvel outil qui va être déployé cette année, c'est la gestion de l'irrigation, où on travaille au travers d'une fusion de deux sources de données, images satellitaires et données météorologiques, pour prévoir les exacts besoins en eau et faire en sorte d'apporter de l'eau quand il faut, dans les meilleures conditions, pour effectivement assurer à la fois la croissance des plantes et la préservation de cette ressource clé, où là on va être sur des réductions de l'ordre de 1 à 1,5 tour d'eau par saison, ce qui représente globalement sur une SAU classique, donc une exploitation agricole classique céréalière, plutôt dans le maïs puisqu'on est dans le sud-ouest, une réduction de l'ordre de 20 millions de litres par an. Et au départ, vous avez commencé avec de la collecte de données par drone, c'est ça? Puis vous avez ouvert les champs au final. C'est exactement ça. En fait, on s'est rapidement rendu compte que le drone ne se suffisait pas lui-même. Et donc, on a intégré d'autres sources de données qui permettent vraiment d'agrémenter nos modèles, d'aller sur effectivement une vision des choses beaucoup plus large. Et effectivement, la donnée satellitaire, météorologique, est venue nous aider à tout ça. On va continuer avec vous Gaëtan, pour ce tour de table un petit peu introductif. Et je vais rappeler que Nayo Technologies a bouclé récemment une levée de fonds de 32 millions d'euros, la plus importante jusqu'à aujourd'hui pour votre entreprise, qui, je rappelle, commercialise des robots électriques et autonomes, des robots agricoles, électriques et autonomes. Concrètement, avec cet apport financier, quelle va être la feuille de route de Nayo Technologies sur les 2-3 prochaines années? Donc là, l'objectif et les ambitions, c'est vraiment de démocratiser la robotique agricole, de déployer ces robots auprès de plus en plus d'agriculteurs en France, bien sûr, mais aussi et surtout à l'étranger. Donc cette levée de fonds, elle nous permet d'investir dans la communication, la commercialisation, pour agrandir notre réseau de distribution. On a déjà une trentaine de distributeurs en Europe et en Amérique du Nord. Et donc le but, c'est consolider ces deux territoires, donc être présent dans tous les pays d'Europe et être présent au Canada et dans une dizaine d'États aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a combien de robots agricoles qui sont en service de Nayo Technologies? Et avec la levée de fonds, quels sont un petit peu les objectifs chiffrés justement pour illustrer cette montée en puissance? Ouais. Donc aujourd'hui, on a commercialisé déjà plus de 300 machines donc, qui tournent un peu partout, encore une fois, Europe, Amérique du Nord. On a même 2 clients en Nouvelle-Zélande. Donc 300 machines et l'objectif, c'est d'avoir plus de 1000 robots en 2025. Voilà.
Donc c'est ambitieux, mais fois, atteignable. Un fois 3, enfin un fois 3 en 2-3 ans. Voilà, exactement, c'est ça. En s'appuyant sur ces deux exemples que sont Abellio et Naïo Technologies, Sandrine, aujourd'hui, quelle est la situation de l'agritech sur la French Tech Toulouse, en tout cas sur la région toulousaine et son écosystème? Concrètement, on a combien de startups sur cet univers-là? Enfin, Naïo n'est peut-être plus trop une startup, mais bon, en tout cas, elle l'a été. Et voilà, quelle est aujourd'hui la photo de cet univers? Alors c'est une excellente question. C'est vrai que quand on évoque Toulouse et l'innovation, on va penser instantanément à l'aéronautique, le spatial, les objets connectés. Certes, maintenant il faudra compter sur l'agritech et pour le coup, ce sont deux beaux exemples. C'est pas par hasard s'il y a quelques mois, notre ministre, donc Jean-Noël Barrot, en charge de la transition numérique et des télécommunications, est venu à Toulouse pour présenter le programme national donc Agri20 dont fait partie Naïo. Qui, je rappelle, remet en avant les 20 plus belles, les 20 startups de l'agriculture les plus prometteuses sur une année, généralement c'est ça. Exactement, et sur ces 20, on a quand même 5 que je vais prendre le temps de citer. Donc on a Asclepios, on a Greenspot Technologies, Micropep, Agriculture et Naïo ici présent, d'où l'importance de ce nouveau secteur. Donc on l'associe souvent Agritech et Foodtech, et pour répondre à la question, nous, ça représente 19% de nos adhérents sur ces deux secteurs combinés. Donc, c'est beaucoup. Est-ce que c'est une proportion qui tend à augmenter ou c'est toujours resté à peu près la même proportion depuis qu'il y a ces statistiques? On voit que ça évolue et on en parlera peut-être après, notamment grâce aux aides sur ce secteur. On parle beaucoup actuellement de souveraineté numérique, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une souveraineté alimentaire à reconquérir, et ce qu'on va essayer de faire notamment avec la mission French Tech. Pour revenir avec vous, Gaëtan, sur les robots agricoles, bon, vous le disiez, 300 robots aujourd'hui, 1000 dans 3 ans, ce qui est une belle montée en puissance, mais mine de rien, aujourd'hui, plus personne ne conteste l'utilité d'un robot agricole, comme on ne conteste l'utilité des outils d'aide à la décision, mais on a le sentiment quand même que ça a du mal à décoller, en fait, que la démocratisation prend du temps à se faire. Comment on peut expliquer ce frein? Parce qu'au final, 1000, c'est à la fois peu et beaucoup, enfin voilà, on peut voir le verre à moitié vide comme à moitié plein, donc qu'est-ce qui peut expliquer ce frein ou ce décollage un petit peu progressif, step by step? Oui, tout à fait, et c'est une de nos missions de tous les jours, c'est accélérer autant que possible cette adoption, mais c'est vrai que ça prend du temps. On est dans un milieu, l'agriculture, il ne faut pas oublier, chaque agriculteur a droit à 40 essais-erreurs dans sa carrière. On va dire une carrière moyenne, 40 ans, une culture, ça dure qu'une année. Et donc, par rapport à du métier du logiciel, par exemple, où on va pouvoir faire 40 essais-erreurs dans la même journée. Donc c'est pour ça qu'il y a une approche de gestion du risque dans l'agriculture qui est assez prudente, parce que les agriculteurs gèrent de l'incertain, du risque, ils ne maîtrisent pas la météo, ils ne maîtrisent pas les prix de vente, ça peut fluctuer avec la géopolitique, ils ne maîtrisent pas les coûts de production, parce que les intrants aussi, ça bouge. Donc ils gèrent du risque, ils sont prudents. Mais cela dit, le monde agricole est quand même toujours très friand des nouvelles technologies. Ça a toujours été les premiers à adopter les technos. Qu'on parle du moteur à explosion pour remplacer les chevaux à un moment, du GPS, même le Minitel avant Internet, beaucoup d'agriculteurs avaient le Minitel. Donc il n'y a pas d'appréhension vis-à-vis de la technologie, il n'y a pas de frein, de blocage vis-à-vis de la technologie, au contraire. Par contre, il y a effectivement une culture plus prudente. Et donc notre métier, comment est-ce qu'on fait pour accélérer ça? C'est vraiment de démontrer, de créer de la référence technico-économique, de communiquer sur les clients, d'en faire des ambassadeurs, de co-construire les solutions et l'évolution des produits avec les agriculteurs, qui soient partie prenante dès le début. Donc voilà, c'est tout un mécanisme, tout un écosystème à mettre en place. Et petit à petit, ça accélère, mais on est d'accord, il reste encore du chemin à parcourir. C'est ce qui est intéressant aussi. Est-ce que du coup, c'est plus un problème psychologique, culturel, qu'un problème de prix au final? Enfin, le prix, bien sûr, est à prendre en compte, mais s'il y a une proportion à faire entre ces deux critères-là, est-ce que c'est peut-être le côté psychologique qui prend plus le dessus actuellement pour expliquer ce décollage commercial step by step? Le côté psychologique et pragmatisme, encore une fois, de gestion du risque, sachant qu'effectivement l'investissement n'est pas un blocage. Les agriculteurs savent faire des gros investissements, c'est des chefs d'entreprise, ils ont des capacités d'investissement, et qu'encore une fois on parle d'investissements qui sont très rentables. C'est qu'aujourd'hui remplacer les tâches pénibles et répétitives, c'est des tâches qui coûtent très cher, pour lesquelles il y a de la pénurie de main d'œuvre. Vraiment, on dit souvent le robot va détruire de l'emploi ou autre, mais là vraiment on vient pallier des manques de main d'œuvre sur des tâches pénibles, répétitives,
répétitives Notamment que personne ne veut faire. Le robot viticole de TED. Exactement, comme sur la vigne, comme sur le légume, comme sur certaines tâches, même dans les grandes cultures. Donc l'investissement est possible et l'investissement est rentable. Voilà. Donc ça reste un investissement significatif, on est d'accord, mais c'est un investissement possible et rentable. Donc le frein à l'adoption, c'est vraiment ça, c'est démocratiser la technologie et rassurer sur le fait que c'est suffisamment mature, c'est suffisamment fiable, on peut déléguer des tâches à un robot, de la même manière qu'on a appris à déléguer certaines tâches et certains automatismes à des machines dans notre quotidien. Grégoire, pour revenir avec vous sur votre plateforme de décision Abellio, est-ce qu'il y a un profil qui se dégage dans les utilisateurs, sans vouloir rentrer dans les clichés? Est-ce que c'est principalement les jeunes agriculteurs et les néo-agriculteurs qui veulent changer, qui veulent faire bouger un peu les lignes, qui adoptent principalement votre outil, ou au final, il y a toutes les catégories se retrouvent, toutes les cultures se retrouvent. Voilà. Aujourd'hui, quelle est votre typologie de clients? Alors, effectivement, il n'y aura pas vraiment de typologie de clients qui se détachent des gens qui adoptent les outils d'aide à la décision. C'est des agriculteurs, on peut avoir effectivement peut-être un peu plus de jeunes quand même, parce qu'ils ont forcément des appétences un peu supérieures à leurs aînés sur la partie numérique. Mais globalement, on a des agriculteurs qui ont plus de 60 ans et qui sont friands de ces technologies-là. Et comme le disait Gaëtan très justement, je pense, l'agriculteur et l'agriculture en général est plutôt friand des nouvelles technologies et n'a pas peur d'innover. Et donc, ce qui fait que finalement, un agriculteur qui a 40, 50, 60 ans va être voire peut-être même plus appétent parce qu'il a plus de retour d'expérience vis-à-vis de sa longue carrière qu'un agriculteur jeune qui préfère peut-être parfois la prudence. Donc finalement, on va se retrouver entre des agriculteurs qui ont plus d'expérience et qui voient tout le potentiel des outils d'aide à la décision dans justement l'optimisation de leur quotidien, en parallèle avec des jeunes agriculteurs qui vont être peut-être plus rapides, plus à l'aise sur la technologie, mais qui en même temps veulent y aller piano pour monter en compétence déjà sur le volet agricole avant de monter en compétence sur l'optimisation agricole au sens général. Ce qui nous permet par contre de vraiment croître, qui contrebalance un petit peu la robotique agricole, c'est les réglementations, nous diverses et variées, qui sont des véritables accélérateurs. Et les agriculteurs, quand ils ont touché à des outils d'aide à la décision, ils reviennent rarement en arrière. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont adopté ces outils d'aide à la décision, qu'ils ont vu tout le potentiel et ce que ça leur permettait de gagner de manière financière, de manière en termes de confort de travail et de manière durable, écologiquement parlant, clairement, on a des clients pour la vie. Même question que vous regardez tout à l'heure. Vous parliez de 100 000 hectares sous votre gestion. C'est à la fois beaucoup et peu quand c'est la surface agricole française, et puis même si on prend les pays limitrophes, qui je pense vous intéressent aussi d'un point de vue commercial. Comment expliquer du coup que voilà, ça prenne du temps aussi voilà, à convaincre sur ces... Alors vous le dites vous-même, il n'y a plus de débat sur l'usage et l'intérêt d'adopter ces technologies. Alors moi j'ai un discours qu'on me tient souvent, que ce soit dans mes coopératives partenaires ou dans les négoces partenaires, c'est, je cite, « Moi je suis Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois ». Et les agriculteurs c'est exactement ça, il faut leur faire des démonstrations, il faut démontrer au premier agriculteur qui ensuite en parlera aux voisins. C'est effectivement en plus un pas de temps qui est long, on parle donc une saison, donc une répétition de saison agricole, c'est un test. Donc il faut des fois 2, 3, 4 saisons pour arriver à convaincre un agriculteur de l'utilité. Alors même si son voisin le fait fonctionner et que ça marche très bien chez lui, il va dire « oui mais moi j'ai pas les mêmes terres, moi j'ai du sol profond, je suis dans les coteaux, j'ai des affleurements calcaires ». Enfin, on va avoir des millions de choses qui font que d'un outil qui est généraliste, et nous on le sait et on en est convaincu, l'agriculteur, lui, va vouloir être convaincu chez lui. Et donc c'est tout ça qui prend du temps. Alors après, on n'est pas les seuls sur le marché. Effectivement, nous, on contrôle 100 000 hectares, mais globalement, l'agriculture numérique en France, c'est un peu plus de 2 millions d'hectares, si on prend grosso modo ce qui se fait vraiment en termes d'outils d'aide à la décision. Demain, ça sera 2 millions et 3 millions. Dans quelques années, ça va monter très vite, à mon sens. Mais effectivement, encore une fois... pour la France, en plus, on et parle. que pour la France, tout à fait. Pour faire une petite ouverture, effectivement, on est aussi, nous, présents de plus en plus en Belgique. On va travailler avec un industriel qui est présent partout en Europe sur une vingtaine d'usines qui sont vraiment réparties sur tous les pays européens. On va aussi travailler avec un industriel qui est au Canada. Donc on voit que effectivement le besoin il est en France parce qu'on a la chance d'avoir un pays qui est quand même à la pointe de la technologie sur plein d'aspects et en particulier en agriculture. Mais c'est quelque chose qui a tendance à s'étendre et donc qui va concerner plusieurs dizaines de millions d'hectares, plusieurs même centaines de millions d'hectares peut-être, j'espère, dans quelques dizaines d'années.
Sandrine, comment la French Tech accompagne ces entreprises qui œuvrent pour le bien commun? Est-ce qu'elles font l'objet d'accompagnements particuliers? On a parlé de la grille 20 tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres outils qui permettent d'accompagner ces entreprises qui œuvrent voilà, sur des marchés bien particuliers, de temps long d'ailleurs? On vient d'avoir les témoignages à l'instant. Exactement. Donc effectivement, pour revenir sur le programme Agri20, donc il y a identifié les besoins sur le domaine de l'agritech. Ça va être à la fois de bénéficier d'un startup manager dédié sur la promotion, sur les lauréats, qui va leur permettre d'avoir une visibilité accrue, qui va leur permettre notamment, on l'a évoqué, de les accompagner sur tout ce qui est enjeux réglementaires. J'ai cru comprendre qu'il y en a pas mal dans votre domaine. On va aussi avoir un suivi, on va les embarquer sur des actions diplomatiques, économiques et évidemment leur faire bénéficier de cette communauté d'entrepreneurs à fort potentiel. Et je pense notamment au Next 40 et au FT 120. Donc ça, c'est pour la partie Agri20. Après, sur la partie du plan d'investissement France 2030, donc pour rappel, 54 milliards d'euros déployés sur 5 ans, on va avoir 2 appels à projets. Le premier sur les financements précis, donc de l'innovation technologique, donc à destination des équipements notamment, et un appel à manifestation d'intérêt sur la partie purement équipement de cette fameuse 3e révolution agricole. Donc on sent là, cette nécessité, le soutien d'investir sur ces différents secteurs. En se basant sur leurs 2 témoignages et sur ton expérience de président de French Tech, est-ce qu'au final, est-ce que c'est des startups qui ont les mêmes problématiques dans leur développement que des startups tech un peu classiques? Moi, je vois, il y a déjà un gros problème, c'est que, en tout cas une particularité, c'est que la commercialisation est beaucoup plus longue qu'une startup tech avec une suite logicielle qui font ça en mode d'abonnement. En quelques mois, elle peut faire 10 millions de chiffres d'affaires. Tandis qu'on voit pour l'agriculture, ça demande de la patience, plusieurs années, plusieurs tests. Donc, qu'est-ce que tu as remarqué sur ressenti? Donc, effectivement, pour répondre à ta question, est-ce que c'est différent? Oui et non. Et là, je pense à 3 points. Sur la partie pénurie des talents, et je pars sur votre contrôle, notamment du numérique, on est logé à la même enseigne. C'est compliqué d'attirer des talents, enfin, par rapport notamment à cette pénurie de recrutement, notamment sur la partie développeur web. Et en même temps, on s'aperçoit qu'il y a un besoin de sens à leur carrière et qui plus est à leur vie. C'est des emplois qui font du sens. Et exactement. Et donc, hop, on voit ces talents du numérique bifurqués sur la partie agritech et foodtech. Le deuxième point, effectivement, c'est sur la partie R&D, besoin de financement. Tu l'as dit à juste titre, sur une start-up traditionnelle numérique, allez, en 3 en 5 ans, ça y est, le développement est fait. Le besoin de financement, c'est plus nécessaire. Là où sur des start-up, notamment sur l'ordre de la robotique, il y a quand même toute une phase de R&D qui est plus longue. Et là, on parle de 7 à 10 ans pour mettre en place le développement, le besoin en financement. Et là, je salue cette belle levée de fonds, effectivement, de 32 millions d'euros de Naïo, qui est une des plus grosses levées sur ce secteur de la robotique. Donc là aussi, on voit la différence. Et après, ce qui a été évoqué, c'est au niveau de la typologie des clients. Là où j'entendais effectivement les néo-agriculteurs ou même les plus anciens, nous, ce qu'on a comme data, et c'est assez édifiant, on va avoir un tiers des agriculteurs qui ont plus de 55 ans. On a là, à horizon 3 ans, plus de 160 000 qui vont arrêter l'exploitation. Et pour finir, depuis 20 ans, il y a 30% d'installations d'exploitation en moins. Donc l'idée, c'est comment effectivement acculturer cette typologie sur la partie du numérique, alors qu'on voit, et vous l'avez démontré, l'intérêt de toutes ces technos ou intelligence artificielle qui vont permettre effectivement de descendre le niveau de pénibilité. On parle effectivement de la partie astreinte aussi qui est nécessaire dans ces exploitations et pouvoir permettre une plus grande productivité avec moins de travail. Donc on a tous à y gagner effectivement à mettre en lumière ces entrepreneurs et ces entreprises pour permettre effectivement, je rebondis sur cette reconquête de cette souveraineté alimentaire. Est-ce qu'au niveau de la French Tech Toulouse, il y aura des sujets particuliers en 2023 autour des agritech? Est-ce que c'est dans les cartons, comme il y a des sujets autour de l'aéronautique, je crois savoir? Donc est-ce que par exemple, il pourrait y avoir de plus en plus des approches sectorielles au sein de la French Tech Toulouse? Est-ce que ça fait partie de tes projets? Oui, tout à fait. On a effectivement donc, mis en avant déjà nos 5 pépites, je vous rappelle, sur la vingtaine, sur l'Agri20, et effectivement sur la partie Tech Impact, parce que c'est lié, on compte bien convier Naïo Technologies sur le prochain podcast pour mettre en lumière effectivement toutes ces technologies qui relèvent aussi de l'impact.
Pour continuer avec Abellio, Grégoire, quelles sont les perspectives pour 2023? Donc j'ai bien compris, il y avait un nouveau produit sur l'eau. Je pense que du coup là, ça va être le chantier majeur de 2023. Et je crois aussi qu'il y a un enjeu de levée de fonds. Ça va être les deux chantiers, on va dire, qui vont marquer l'année d'Abellio. Effectivement, là, c'est le lancement de la saison pour nous. C'est pour ça qu'en ce moment, je suis assez booké. En parallèle de ça, effectivement, il y a une levée de fonds pour ne rien arranger à mon temps disponible. Non, clairement, c'est les deux gros chantiers. C'est continuer notre développement à la fois commercial, technique, parce qu'on a d'autres sujets innovants dans les cartons et qu'on espère faire sortir dans les prochains mois et années, avec quelques, notamment, questions sur des cultures qu'aborde Nayo, notamment l'arboriculture et la viticulture. Et parallèlement à ça, cette levée de fonds qui nous permettra d'asseoir un petit peu plus notre développement commercial. Objectif, 1 million d'euros de chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année 2023, avec aujourd'hui un peu plus de 10 000 agriculteurs qui souscrivent à Abellio, donc ça commence à être très intéressant d'un point de vue commercial, d'un point de vue technique, d'un point de vue financier. Et Gaëtan, pour Nayo, du coup aujourd'hui je crois qu'il y a 3-4 modèles de robots différents il me semble. Est-ce que pour 2023 on pourrait voir d'autres robots, d'autres projets de robots sortir des cartons? Il y a le FIRA dans quelques semaines, qui est un gros salon international dédié à la robotique agricole. Est-ce qu'on pourrait avoir des annonces de Nayo à cette occasion sur des projets robotiques nouveaux? Alors au FIRA, des annonces de Nayo, pas tout de suite, mais est-ce qu'on pourra voir des choses de Nayo, d'autres robots prochainement? Sûrement. Je ne peux pas encore en parler plus, mais oui, on y travaille. On travaille à la fois à élargir la gamme de robots pour adresser des nouvelles types de cultures. Donc comme on disait, on est sur la culture spécialisée, on aimerait bien le passer jusqu'aux céréales. Et on travaille aussi à améliorer les robots existants et à augmenter la gamme d'outils disponibles. Parce que plus le robot est utilisé, mieux c'est pour l'agriculteur. Et donc on rajoute des outils au catalogue de plus en plus pour que nos machines soient de plus en plus polyvalentes. C'est aussi un travail de tous les jours. Et donc si vous voulez voir, indépendamment de Nayo, si vous voulez voir à quoi ça ressemble la robotique agricole, vraiment, avec des démonstrations au champ, donc je vous invite avec plaisir au FIRA, donc le Forum international de la robotique agricole. C'est vraiment une édition internationale, il y a des robots du monde entier, plein de démonstrations, et la dernière édition était en Californie, cette année, donc le mois prochain, le 7, 8 et 9 février, à côté de Toulouse, au lycée agricole d'Ozeville, donc il y aura des démonstrations, ça a la chance que ça soit en France, donc si la thématique vous intéresse, si vous êtes curieux, si vous êtes agriculteur et que vous voulez voir à quoi ça ressemble pour de vrai, venez au FIRA. Très bien, on arrive à la conclusion de cette table ronde. Je vais peut-être vous laisser un petit mot de conclusion chacun sur voilà, une petite carte blanche d'une petite minute. Sandrine, toi Lana. Moi, la carte blanche, c'est grande fierté de voir effectivement que Toulouse est un terreau fertile, sans mauvais jeu de mots, sur l'agritech, et que voilà, toutes ces belles pépites vont de facto entraîner l'avènement de nouvelles pousses, je reste sur le thème, en termes de start-up. Donc on est très fiers en tout cas de les avoir à la French Tech Toulouse. Merci Sandrine. Grégoire. Effectivement, d'un point de vue régional, je suis très content effectivement, d'être implanté à la fois sur la région PACA qui nous accompagne et sur la région toulousaine aussi, avec beaucoup de choses qui sont permises justement par la région et par les régions en tout cas qui nous concernent, et parallèlement à tout ça, de pouvoir faire avancer l'agriculture dans le bon sens à mon avis. C'est quelque chose déjà qui me tenait à cœur d'un point de vue personnel, et en même temps qui est très enrichissant d'un point de vue professionnel. Donc, j'espère continuer dans ce canal-là sur les années à venir. Merci. Gaëtan. Donc comme j'ai dit, un de nos enjeux, c'est le développement commercial. Donc j'ai demandé un coup de main à celles et ceux qui nous écoutent. Si par hasard vous connaissez des agricultrices et des agriculteurs, parlez-leur de la robotique agricole. Et si comme moi vous êtes convaincu, encore une fois, la robotique agricole ce n'est qu'un outil, mais si vous êtes convaincu que cet outil, il peut aider l'agriculture à être plus écologique, plus performante, à garantir, on en parlait, la sécurité alimentaire. Et la sécurité alimentaire, c'est pas qu'une question de quantité, c'est une question de qualité et de prix. Il faut pouvoir proposer à des prix acceptables de la nourriture de qualité à tout le monde. Et c'est à ça qu'on œuvre tous les jours. Donc moi je suis convaincu que ça aide dès aujourd'hui les agriculteurs et qu'on peut les aider encore plus. Donc si vous en connaissez, motivez-les à au moins demander une démonstration et on sera là pour la faire. C'était le mot de la fin. Encore une fois, merci à tous les trois d'avoir accepté cette invitation de la tribune pour parler de l'essor des nouvelles technologies autour de l'agriculture. Et pour la suite, le concours Tech for Future reprendra sa route dès ce soir pour faire étape demain à Bordeaux. Merci à tous et à très vite.
Tous les vendredis sur BFM Business, Frédéric Mazzella reçoit une personnalité. Entrepreneur, artiste, athlète, reconnu pour sa contribution innovante ou exploratoire. Des startups viennent aussi pitcher leur business et bénéficier de conseils. Les pionniers chez Fred Mazzella, présentés par Frédéric Mazzella, tous les vendredis à 19h sur BFM Business, en replay et en podcast sur tous nos supports digitaux.